Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Neil Kawissin, il est conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB, candidat aux européennes sur la liste Europe Territoire Écologie, liste conduite par Guillaume Lacroix et Lydie Massard. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on va parler, alors on va le faire en français aujourd'hui, mais je peux vous le dire le bonjour aussi en gallo, et c'est important les langues. On va en dire un petit mot tout à l'heure sur la culture, la Bretagne et l'Europe, puisqu'on va parler d'Europe ce matin. Les régions, justement, dans l'Europe, on en parle beaucoup aujourd'hui. On a une Europe des nations, l'Europe du début, de celle de la construction de la future Union européenne, Europe des nations qui collaboraient entre elles. Et puis Europe qui s'est agrandie et aujourd'hui qui va peut-être encore s'agrandir. Mais que fait-on des territoires aujourd'hui ? Alors d'abord, dire qu'en tant que candidat aux élections européennes issu d'une famille politique autonomiste, je suis pour un renforcement dans l'Union européenne, pas pour un effacement des nations constitutives, oui, parce que je ne crois pas qu'il soit souhaitable et possible de les effacer, mais simplement parce que vu les dimensions actuelles de l'Union européenne et vu les défis auxquels elle a à faire face, ça ne peut plus être simplement un club d'États qui négocient entre eux, et on a besoin qu'il y ait un vrai pouvoir de décision européen qui ne puisse plus être paralysé par un ou deux États. Je prends quelques exemples d'actualité relativement récente. Quand on a eu ce qu'on appelait la crise migratoire pendant la guerre civile syrienne, et qu'on a eu besoin d'accueillir un grand nombre de personnes en Europe, parce que je dis qu'on en avait besoin parce que eux bien sûr cherchaient à être accueillis, mais nous, si on veut pas la retraite à 75 ans, on a besoin d'accueillir aussi, faut quand même se le dire. On aurait pu accueillir ces personnes, on aurait pu organiser leur accueil en les répartissant dans tous les pays de l'Union européenne, avec des programmes d'intégration par l'emploi, par l'apprentissage des langues, etc. Et qui a planté cette solidarité européenne qui aurait dû voir le jour ? C'est l'extrême droite, et plus particulièrement Viktor Orban, plus particulièrement la Hongrie. Le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé à laisser quelques pays, notamment la Grèce, ou plutôt pour les migrants africains, l'Italie, en première ligne, à se débrouiller. Et on a vu le résultat politique désastreux que ça a eu, parce que effectivement, l'accueil il peut être très bénéfique, mais l'accueil non organisé, là, c'est la catastrophe pour tout le monde. On s'est retrouvé à subventionner des dictatures en Libye, et pas tout à fait un dictateur, mais disons un dirigeant autoritaire, Erdogan en Turquie, pour qu'il garde ses migrants. On lui a donné des milliards et des milliards, alors que c'est quelqu'un qui contribue à déstabiliser la Syrie en soutenant des groupes islamistes là-bas, et on l'a subventionné. Tout ça parce qu'on n'était pas foutu de se mettre d'accord entre nous sur comment on allait accueillir ces personnes. Et en cela, la faiblesse de l'Union européenne nous a empêchés de résoudre une crise et à créer une crise de l'accueil en plus de la crise migratoire. On le voit aussi sur le soutien à l'Ukraine aujourd'hui face à l'agression russe. C'est pas seulement une crise russo-ukrainienne, c'est un conflit entre quelqu'un qui veut détruire la démocratie partout où il la trouve et nous qui devrions la défendre. Et on est entravé là-dedans du fait du fonctionnement de l'Union européenne, avec Orban qui nous fait du chantage. Aux États-Unis, cette défense-là est entravée aussi pour d'autres raisons. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir une Europe qui ne soit pas l'otage de quelques pays minoritaires et de quelques courants politiques minoritaires, même s'ils sont en progression malheureusement. Et pour ça, on a vraiment besoin de renforcer l'Europe et d'avoir une Europe qui ne soit pas à la main de quelques États membres. Ça ne veut pas dire faire disparaître, évidemment, ces États. Il faut réformer le fonctionnement de l'Europe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce vote à l'unanimité qui fait tant débat. Et il faut réformer l'Europe, son fonctionnement. Je pense que le vote de l'unanimité à plus de 20, c'est pas possible. C'est une bonne règle pour un petit groupe, pour le cœur initial de 6 États. Voilà. Mais là, on voit bien que ça devient un instrument de chantage, de blocage. Et c'est le contraire de la démocratie quand on en est à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, on a besoin d'une Europe fédérale, d'une Europe qui a son propre gouvernement et sa propre vie parlementaire, c'est très important, et que les États ne puissent pas paralyser. Alors après, évidemment, il ne faut pas une Europe qui fait tout non plus, parce que ce serait un monstre technocratique, une Europe qui fait tout, surtout pas. On a besoin, à côté de ça, d'avoir des États qui ont leur propre vie et d'avoir un renforcement de l'échelon territorial, notamment dans des États très centralisés comme la France, sur plein de sujets. Je pense notamment à la politique agricole commune. Avoir des principes communs, c'est bien, mais l'agriculture européenne, elle est très diverse.
et avoir les mêmes règles de financement pour tout le monde, ce n'est pas bon. Et on aura besoin de la régionaliser, cette PAC. Je vois en Bretagne, on a historiquement une agriculture bocagère avec beaucoup de polyculture élevage, qui était une agriculture écologiquement performante et qui, par certains aspects, peut encore l'être, même s'il y a eu des dérives, notamment dans l'élevage, qui ont conduit à des aberrations. Mais en tout cas, je pense notamment à l'élevage bovin herbagé qu'on devrait promouvoir et défendre en Bretagne. On n'est pas à la Beauce. Et avoir un système d'aide qui pousse à l'agrandissement avec des aides à l'hectare, ça fait beaucoup de mal à l'agriculture bretonne, ça fait beaucoup de mal au modèle de l'agriculture bocagère, parce que si des agriculteurs se cassent aujourd'hui des talus, c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'avec l'agrandissement, c'est de plus en plus dur d'entretenir ce bocage qui, pour bien fonctionner, a besoin d'un travail en finesse. Et moins on a d'agriculteurs, plus on a des grandes exploitations, plus c'est difficile de l'entretenir. Or, c'est une des grandes forces de l'agriculture bretonne. Et on a des injonctions contradictoires entre il faut régénérer, sauver ce bocage, oui il faut, et en même temps s'agrandir. Non, stop, il faut réformer la PAC pour avoir un système qui ne pousse plus à l'agrandissement, mais qui pousse au contraire à reconquérir le nombre d'actifs par exploitation. Et pour ça, on a besoin de ne pas avoir les mêmes financements en Bretagne ou dans des zones d'open field. Avec des inquiétudes. Les agriculteurs, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure, craignent l'élargissement de l'Europe à l'Ukraine, par exemple. On voit aujourd'hui qu'il y a des pays menacés, même en dehors de l'Ukraine. On pense à la Moldavie qui frappe à la porte de l'Europe. Ça va changer aussi les règles. Comment ces pays vont s'intégrer, comment l'Europe va les recevoir, et faudra-t-il aussi changer les règles? Là, on parlait d'agriculture. C'est sûr que l'agriculture en Ukraine est très différente de l'agriculture en Bretagne, par exemple. En effet, alors je suis un très fervent partisan de la solidarité avec ces pays, avec l'Ukraine, avec la Moldavie, face à la Russie, et aussi parce que je pense que même indépendamment de ça, l'intégration européenne peut pousser ces pays à aller vers plus de démocratie, parce que c'est aussi des pays qui sont marqués par des questions de corruption, par aussi des limites à la liberté d'expression. C'est pas Poutine, mais c'est pas non plus le modèle démocratique idéal, et si l'intégration européenne peut pousser à aller vers un approfondissement démocratique, très bien. Maintenant, en effet, il ne faut pas, annoncer une volonté inconditionnelle d'adhésion, ça doit être conditionnel. Et en plus de la question démocratique, il y a la question économique. On ne peut pas simplement les mettre sur le marché commun et dire que c'est la concurrence libre et non faussée, non. Notamment, d'une part, sur les questions de salaire, d'autre part, sur les questions de modèle agricole. Si demain, l'Ukraine doit entrer dans l'Union européenne, il faut impérativement renforcer les règles sociales communes européennes et impérativement réformer la PAC. Parce que si on reste sur des aides qui sont majoritairement des aides à l'hectare, c'est-à-dire que l'Ukraine va en siphonner une grande partie et ce serait une concurrence encore plus déloyale pour nos agriculteurs ici. On parle de 13 milliards pour l'Ukraine. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, il faut une PAC qui fonctionne très 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 différemment. De toute manière, il faut une PAC qui fonctionne différemment, mais à plus forte raison si l'Ukraine rentre. Ça doit être une condition. Ne pas faire rentrer l'Ukraine sans réformer au minimum la PAC avant. Et ça, j'espère que tout le monde en est conscient. On a la guerre au port de l'Europe, on parlait de l'Ukraine à l'instant. Il y a ce débat autour de l'aide à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut envoyer plus d'armes? Est-ce qu'il faut laisser l'Ukraine se débrouiller? Je suis un peu provocateur. Bien sûr, oui. Et avec aussi un revirement possible aux États-Unis avec l'arrivée annoncée, en tout cas possible, de Donald Trump. Est-ce que demain, si Donald Trump arrive, ça va changer les choses? On voit que Donald Trump voudrait conditionner l'aide aussi de l'OTAN en disant, voilà, l'Europe se débrouille avec sa défense et nous avec la nôtre. Là, on est en train de vivre un grand changement géostratégique. Est-ce que là aussi, il va falloir que l'Europe se renforce en termes de défense, de diplomatie et peut-être aussi ait plus de décisions qui lui appartiennent plutôt que de passer par le grand voisin américain? Le pire n'est jamais certain, mais il faut toujours s'y préparer. On a vu que les Américains... Le système politique américain peut produire l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, même s'il a moins de voix que son concurrent, mais c'est possible quand même. Donc malheureusement, ça peut se reproduire. Malheureusement, ça peut se reproduire. On a vu que même sans arriver au pouvoir, il a assez d'influence pour amener à bloquer l'aide américaine à l'Ukraine pendant 6 mois. Et la conséquence, c'est que Poutine est en train de gagner cette guerre. J'espère que c'est provisoire, mais actuellement, la trajectoire, c'est ça et c'est désastreux. Donc effectivement, c'est un énorme risque pour l'Europe de confier sa défense aux États-Unis. Déjà, politiquement, c'est une forme de dépendance. On peut dire beaucoup de choses sur l'OTAN. Je parle des États-Unis, mais il y a aussi la Turquie qui est dans l'OTAN. Et vu le comportement géopolitique de la Turquie aujourd'hui, ça pose quand même question, parce qu'elle ne joue pas, à mon avis, dans les mêmes intérêts géopolitiques que nous,
et son activité en Syrie et en Irak ne va pas dans le sens de la démocratie et des droits humains, à mon avis. Donc avoir ça dans notre alliance militaire, ça pose question aussi. Est-ce que demain, il faudrait défendre la Turquie si la Turquie déclenche une guerre au Proche-Orient ? Donc il y a des très bonnes raisons de se méfier de l'OTAN, mais en même temps, on a besoin d'une défense commune, face notamment à la menace russe, c'est clair. Et pour moi, cette défense, elle ne peut être que européenne. Quand j'entends certains, notamment Jean-Luc Mélenchon, critiquer l'OTAN, je me dis oui, mais voire même dire non à la défense européenne, je me dis dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on laisse le champ libre à Poutine en Europe de l'Est ? Et demain, plus loin ? C'est un vrai problème, et donc il faut progressivement, ça ne sera pas du jour au lendemain parce que c'est très compliqué, mais progressivement construire cette défense européenne pour s'émanciper, notamment des États-Unis qui ne sont plus un allié fiable aujourd'hui. C'est très clair. Il y a une crainte que la force de dissuasion française, on a entendu l'expression du président de la République il y a quelques jours, en disant il faut protéger l'Europe, mais il faut écarter aucune option, et finalement demain, si la force de frappe nucléaire française servait à protéger l'Europe, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut imaginer demain que l'Allemagne, l'Italie ou autres soient gestionnaires de cette force de frappe ? Alors, idéalement, je préférais qu'aucun État-nation ne détienne de force de frappe nucléaire. Maintenant, malheureusement, je vois pas comment à court terme on pourrait les effacer, vu que il faudrait un grand accord collectif, et j'ai un peu de mal à imaginer certaines grandes puissances aujourd'hui s'asseoir autour de la table pour désarmer collectivement, même si c'est ce qu'il faudrait. En attendant des jours meilleurs, je pense que ce serait une bonne chose de, entre guillemets, collectiviser cette force de frappe. Parce qu'aujourd'hui, la force de frappe nucléaire donne un statut particulier aux États. Un statut particulier envié. Et pour avoir ce statut, le risque, c'est que de plus en plus d'États veuillent acquérir leur force de frappe nucléaire. Donc je pense qu'en mutualisant, entre guillemets, cette force de frappe, ce serait une première étape pour juguler déjà la dissémination nucléaire et éviter cette tentation de tout le monde de vouloir la sienne. Même si je préférais qu'il n'y en ait pas du tout, et je pense qu'un jour, il faudra qu'on reconstruise les voies qui nous permettent d'y aller. Je pense que ça ne peut passer que par des grandes constructions super étatiques qui aujourd'hui ne sont pas encore au niveau pour ça. Mais cette question de la mutualisation est peut-être une étape pour aller vers là, pour dire ne pas donner envie à chacun d'avoir la sienne, en tout cas. Et moi, j'y verrais pas une menace pour la France, à condition évidemment que ce soit des pays amis et démocratiques qui soient dans dans cette alliance. On a aujourd'hui, vous le disiez, Neil Kawissa, cette menace de la Russie, de Vladimir Poutine, menace qui a déjà eu des traductions sur le terrain, puisqu'on voit les fake news avec les réseaux sociaux, on voit aussi une forme d'intrusion. Alors, ça nous amène à la campagne des élections européennes, des élections du 9 juin, avec voilà là aussi un travail un peu de sape de certains pays, et la Russie en fait partie. Est-ce que là aussi, il va falloir à un moment ou à un autre être très attentif à l'information qui circule, et où elle circule et comment elle circule? Alors effectivement, il y a des pays qui sont sous la menace directe russe, c'est-à-dire sous la menace des bombes, des tanks, des assassinats, des viols de l'armée russe, et qui le subissent. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Mais il y a aussi une menace plus indirecte, c'est la perturbation de la démocratie via un usage dévoyé d'Internet notamment, et de fausses nouvelles qui circulent très facilement. Et on a besoin, je pense, de réguler beaucoup plus Internet aujourd'hui. Ça a pu être un peu un gros mot parce que souvent, les États qui ont le plus régulé Internet, ça peut être des dictatures, notamment la Chine, par exemple, régulées, qui ont le plus mis sous tutelle Internet. Mais en même temps, on voit bien que sans régulation, c'est plus la liberté, c'est la loi de la jungle. Donc effectivement, il y a besoin de cette régulation, même si on contrôle. On n'empêcherait pas toute la circulation de toutes les fake news. Je pense que c'est utopique d'espérer ça, mais on peut considérer que les plateformes qui hébergent du contenu ont quand même une part de responsabilité dans ce qu'elles laissent diffuser, dans ce qui est diffusé par leurs médias, justement. Après, il y a aussi la question de l'âge auquel on a accès à Internet, parce que c'est important d'éviter un accès autonome à Internet avant d'avoir atteint un âge de raison, disons. C'est sûr que si on accède à Internet à 8 ans tout seul dans sa chambre, sur son smartphone, sans adulte autour, on est beaucoup plus facilement manipulable que à 16, 17, 18 ans, même si malheureusement des gens de plus de 16 ans sont manipulables aussi, mais c'est particulièrement vrai
si on est exposé très très jeune. Et là, il y a aussi une responsabilité de la loi et des familles à ne pas laisser des enfants tout seuls sur Internet. Parce que ça les rend vulnérables, ça rend leur esprit vulnérable. Ils ne sont pas prêts à être sur Internet tout seuls à 8 ans, à 9 ans. Il faut vraiment que tout le monde le sache, et je pense qu'il faudra que la loi le dise un jour ou l'autre. Là, peut-être une loi européenne aussi en la matière. Aussi éventuellement, parce qu'effectivement, la loi française pourrait le faire, hein, mais c'est un enjeu commun qui est commun à tous nos pays, je pense. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai un peu peur quand je vois des élèves de 6e qui sont déjà sur Internet depuis plusieurs années. Et on voit bien que non, les parents ne peuvent pas tout suivre et tout contrôler. Et c'est un problème démocratique, c'est aussi un problème pour leur propre sécurité à ces enfants. Là, il y a un enjeu de régulation d'Internet, il y a aussi un enjeu de régulation de l'accès à Internet. Sur les fake news, on voit que les réseaux peuvent déstabiliser un État, déstabiliser des élections. Ça a été le cas aux États-Unis. Il y a cette crainte aujourd'hui pour les élections européennes d'une déstabilisation, en tout cas d'influence sur les votes et sur l'orientation de ces votes. Oui, il y a une crainte à juste titre. Maintenant, il faut l'affronter. Il faut pas baisser les bras face à ça en disant que c'est perdu. Il faut aussi avoir des espaces de dialogue hors Internet. Je pense que c'est important aussi de faire en sorte qu'une vie démocratique continue à exister sur d'autres espaces d'Internet sans le négliger. Mais moi, je peux dire que en tant que citoyen engagé, membre d'un parti politique et en tant qu'élu, il y a beaucoup de choses qui se passent hors d'Internet et il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui s'informent hors d'Internet, dans la presse papier, à la radio, ça existe encore, hein, qui débattent hors d'Internet, ou qui débattent sur Internet et ailleurs. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion selon laquelle tout serait Internet. C'est un des aspects de notre vie démocratique actuelle, avec tous les avantages et tous les problèmes que ça a. Mais vraiment, je le dis, c'est pas spécialement pour vous faire plaisir aujourd'hui, mais les médias traditionnels ont encore une très grande importance dans le débat politique aujourd'hui. Voilà, mais et tant mieux. Je pense que c'est important de le dire, alors pas seulement pour Bretagne 5, il y a beaucoup de médias, beaucoup de radios. Ici en Bretagne, on a une terre de radio, il faut le dire. Donc écoutez la radio. Et il faut les soutenir et il faut leur permettre de continuer à exister, de préférence de manière indépendante. N'est-ce pas, que ce soit la presse papier, les radios, les télés, on a besoin de journaux, de radios, de télé indépendants, de sites d'internet d'information évidemment aussi, hein, mais tout ça. Voilà, donc favoriser l'expression démocratique la plus large possible. Retour aux européennes et aux grandes questions, Nilka Ouissin. Il y a une grande question qui aujourd'hui taraude toute l'Europe et nous on est confrontés à ça en Bretagne, c'est le logement. Le manque de logement, les difficultés pour se loger, même pour les gens qui ont un petit peu d'argent, les classes moyennes, mais qui n'arrivent plus à se loger aujourd'hui. Alors j'en parle à dessein, vous avez commis il y a quelques années un livre autour de la question qui depuis est sorti du livre pour aller dans l'espace public. On a ce problème de logement aujourd'hui en Bretagne, mais on s'aperçoit qu'à travers l'Europe, ce problème a tendance à, j'allais dire, essaimer, si je puis employer le terme. Est-ce que là aussi, il faudra de grandes réglementations? Alors ici en France, mais peut-être plus largement en Europe. Oui, moi je suis absolument convaincu qu'on a besoin de réglementation, sur le marché du logement particulièrement. Il y a un certain nombre de biens qui, à mon avis, sont tellement nécessité vitale qu'on peut pas laisser le marché tout seul réguler leur prix, leur accès, et le logement en fait partie, parce qu'aujourd'hui sans logement c'est très difficile de vivre et de participer à la société, et c'est pas acceptable pour moi de voir que dans certains territoires, parce qu'ils sont touristiques par exemple, les gens, y compris les gens qui ont un emploi, ne peuvent pas s'y loger ou ne peuvent pas s'y loger décemment. Ça c'est pas possible. C'est commun à des nombreux territoires assez divers, à peu près tous les territoires littoraux touristiques, mais aussi beaucoup de grandes villes sont dans cette situation-là. J'étais assez surpris d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'on est à pas loin de 10% de résidences secondaires à Paris, par exemple. Quand on connaît les prix de l'immobilier à Paris, moi ça m'a choqué. C'est pas un jugement moral que je fais sur les gens qui possèdent une résidence secondaire, mais c'est sur le fait qu'à un moment, on n'ait pas une réglementation qui évite d'en arriver à ce niveau-là, par exemple. Et c'est un enjeu des élections européennes. Pas seulement parce que la réponse peut pas être qu'au niveau européen, hein. Elle est à tous les niveaux, de la commune où on peut par exemple réguler Airbnb et compagnie, jusqu'au niveau européen, parce que il y a quand même un certain nombre de principes sur le fonctionnement du marché qui sont au niveau européen, et il faudrait
clarifier les choses sur la question du logement pour dire qu'effectivement, les États membres ou les régions ou les communes ont le droit de faire passer le droit au logement avant la loi du marché en Europe. On peut déjà faire des choses, mais il y a des zones grises. Et notamment la question du statut de résident principal qui serait de réduire l'achat de résidence secondaire en réservant sur quelques territoires le droit d'achat aux personnes qui y vivent, quelle que soit leur origine, soit dit en passant, que ce principe-là soit confirmé. Parce qu'aujourd'hui, dans une zone grise, certains territoires le font, mais parce que c'est un droit historique qu'ils avaient avant. Certains territoires l'ont mis en place et il y a des contestations qui ne sont pas tranchées. Parfois, ça a été condamné, mais parce qu'il y avait autre chose dedans en plus qui le rendait discriminatoire. On est sur une grosse zone d'ombre et il faut que sur le principe soit tranché. Moi, je rejoins parfaitement l'argumentaire de la Ligue des droits de l'homme corse qui considère que si c'est basé sur le fait de vivre sur un territoire et pas sur d'autres critères, ça ne doit pas être contradictoire avec le droit européen parce que il faut prioriser le fait de pouvoir rester vivre là où on a choisi de vivre, là où on travaille, là où on a sa famille par exemple. Et ça, il y a un combat européen à mener pour que ce soit clarifié, à mon avis, et pour que les États, les régions, les villes puissent avoir le droit très clairement de mettre en place ce genre de règles. Alors, on sait que la région Bretagne, alors je le dis là aussi à dessein, puisque je le disais en commençant, vous êtes conseiller régional, la région Bretagne a été interpellée sur la question, réfléchie, on en est aujourd'hui du débat au niveau régional? Alors, on en est au fait qu'il y a une feuille de route de voter sur le logement, mais avec assez peu d'actions concrètes, puisque la région Bretagne aujourd'hui n'a aucun pouvoir de régulation. Elle peut distribuer un petit peu d'argent, mais son budget est limité. On est à quelques pourcents des dépenses publiques totales sur le territoire. Les régions françaises sont des nains budgétaires au niveau européen. Donc peu de budget, pas de pouvoir législatif et très peu de pouvoir réglementaire. Autant dire que on ne peut agir sur le logement qu'avec la bonne volonté et la coopération d'autres strates, les départements, les communes et bien sûr l'État qui est le seul détenteur du pouvoir législatif en France. Et on a besoin aujourd'hui, et je pense que la plupart des Bretons y sont favorables, d'avoir un pouvoir législatif qui soit partagé avec les régions. Il ne s'agit pas de dire que l'État n'existe plus, encore une fois, mais dans quelques domaines qui touchent à la vie quotidienne et où les réalités sont très différentes d'un territoire à l'autre, que les régions puissent éditer des règles, éventuellement des lois ou adapter des lois à leurs particularités. Et je pense que pour le logement, on en a besoin parce que la situation est très différente de la Bretagne, de celle du Limousin. Et on voit bien que l'État soit ne veut pas, soit n'arrive pas, je ne sais pas, à gérer cette diversité-là et que les réponses qu'on a pour la crise du logement en Bretagne, c'est trop peu et trop tard. L'extension des zones tendues qui permet de mettre une petite taxe en plus sur les résidences secondaires, ça, c'est arrivé très tard. Et c'est finalement très peu en réalité. Et je pense qu'on aurait pu construire des solutions beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus efficaces si on avait en Bretagne du pouvoir. Et les sondages sont les sondages, mais l'UDB avait commandé un sondage en janvier dernier. On a a priori à peu près 60% des Bretons qui seraient favorables à ce que sur ce sujet-là, la région ait une part de pouvoir législatif. Oui, il est exact que le sondage le dit. Et puis, les Bretons en général sont assez favorables à une forme d'autonomie de la Bretagne. C'est ça. Pas d'indépendance, c'est encore autre chose. C'est ça, ils y sont favorables. Et ça, je l'ai constaté depuis que je milite à l'UDB, quand les choses sont clairement définies et expliquées. Parce que le mot d'autonomie tout seul, ça peut être compris de plein de manières différentes. Ça peut faire peur, ça peut être confondu avec l'indépendance ou je ne sais quoi. Mais quand on pose une question qui pointe précisément les choses, de quel pouvoir concret on parle, dans quel cadre il est exercé et pour faire quoi, là, il y a une adhésion. J'en suis conscient, c'est pas l'autonomie pour l'autonomie, c'est l'autonomie pour vivre mieux. Et c'est pas pour mettre un mur entre nous et la France ou nous et je ne sais qui. C'est pour, là où on vit ensemble, être capable de prendre des décisions qui correspondent à nos besoins et au moment où on en a besoin. Voilà, les territoires, là encore. Alors les territoires, c'est aussi les territoires d'accueil. La Bretagne est une terre d'accueil. On parle beaucoup d'immigration aujourd'hui, beaucoup de tensions, beaucoup d'interrogations aussi. Est-ce qu'il faut continuer à accueillir des migrants, des réfugiés ? On aura bientôt des réfugiés climatiques aussi, il faut y penser. Ou s'il faut fermer nos frontières et ériger des murs ? Alors, j'ai discuté il y a pas très longtemps avec Fabrice Zalino, qui est maire de Montfort-sur-Meux, qui est membre de l'UDB par ailleurs, et que j'interviewais pour le peuple breton, parce que de temps en temps je fais un petit travail de l'autre côté du miroir aussi. On fait un petit clin d'œil au peuple breton, 60 ans. Voilà, qui a fêté ses 60 ans récemment. Et comme il est vice-président à l'économie à Montfort Communauté,
on a parlé un petit peu de l'économie de son territoire et il m'a dit que dans l'usine Copper, il y a plus de 20 nationalités différentes et qu'en fait aujourd'hui, sans personnes venues d'autres pays, l'agroalimentaire ne tournerait pas. Moi, je suis amusé et en même temps pas si amusé que ça parce que c'est triste dans le fond, mais de voir certains partis politiques, parfois de droite, plus souvent d'extrême droite, prétendent défendre très fort l'agroalimentaire breton en disant il ne faut pas y toucher, attention les méchants écolos vous menacent et tout ça, mais qui en même temps veulent fermer les frontières et empêcher les migrants de venir, alors que c'est eux, en grande partie, qui font tourner l'agroalimentaire aujourd'hui. Là, il y a une vraie contradiction. Et ce constat, on peut le faire pour beaucoup de secteurs de l'économie et des services publics. Et dans les hôpitaux, on a bien besoin aujourd'hui de médecins étrangers pour éviter le carnage, pour limiter la casse. Hein. Je ne dis pas pour être aux petits soins parfaitement 100% d'offres, juste pour éviter des fermetures de services dans des territoires où l'autre hôpital le plus proche est à 1h30 de route. Je pense à Carhaix, je pense à Guingamp. Dire aujourd'hui, vu notre démographie, dire aujourd'hui qu'il faut fermer les frontières, c'est dire qu'il faut fermer la moitié de nos hôpitaux et mettre la retraite à 75 ans. Il faut le dire, il faut l'assumer. Hein. Ceux qui disent pas de migrants du tout, dehors les migrants, eh ben, qu'ils aillent dire quels hôpitaux ils ferment, qu'ils aillent dire jusqu'à quel âge on met l'âge de la retraite. Puis en plus, combien de milliards on donne à des dictateurs, parfois de mèche avec des islamistes, pour qu'ils gardent les migrants chez eux. Ça aussi, il faut le dire, parce que c'est ça qui se passe concrètement. Après, quand on a dit ça, il ne s'agit pas de dire que, pouf, les gens arrivent et que tout va bien. Non, il y a une politique de l'accueil à organiser, une politique de l'accueil qui doit être partagée au niveau européen, ça j'en suis absolument convaincu. Une politique du logement, j'y reviens. Mais effectivement, si des migrants arrivent dans un territoire où il y a déjà une crise du logement, et qu'en plus on met des migrants, évidemment qu'ils ne vont pas être bien accueillis. Enfin, c'est pas de leur faute à eux, la crise du logement. Non, mais il y aura une tension, il faut forcément. faire en sorte que c'est une raison supplémentaire de réguler ce marché et de faire en sorte que les logements servent en priorité à loger des gens. Et que tout ce qui est résidence secondaire, location, meublé touristique et tout, c'est en plus, une fois qu'on a logé tout le monde, hein, pour le dire de manière simpliste. Parce que sinon, effectivement, on peut pas accueillir, on se retrouve dans des impasses absolues. Donc ça suppose une politique un peu plus globale d'intégration, de régulation de nos sociétés. Ça suppose une politique d'accompagnement à l'emploi, de soutien. Je suis atterré d'entendre qu'il faudrait leur supprimer les aides médicales, mais comment on veut les intégrer correctement si on veut leur interdire l'accès aux hôpitaux à un moment ? C'est absurde. Évidemment que si on laisse des gens dans la rue, sans ressources, sans intégration, en attendant des mois d'aller à la préfecture et ils ont peur de se faire arrêter s'ils y vont, évidemment qu'ils vont peut-être pas respecter toutes les lois de la République, ça va peut-être mal se passer. Voilà. Et si on veut que ça se passe bien, eh ben, il faut créer les conditions pour que ça se passe bien. Il faut pas hystériser le débat. Il faut peut-être aussi arrêter, et là je jette la pierre à certains médias, mais je parle pas de vous, à chaque fois qu'un étranger commet un délit ou un crime, de donner sa nationalité et de jamais le faire quand c'est un Français. Parce que moi, quand j'entends... je suis désolé de prendre des exemples brutaux, mais parce que ça me marque. Quand j'entends un Soudanais viole une femme dans le centre de Nantes, effectivement, la première impression que j'ai, c'est « Ah, y a un problème avec les Soudanais ». Quand Michel Fourniret est condamné pour des dizaines de meurtres et de viols et d'actes quasiment de torture, on ne dit pas un Français condamné pour viol et meurtre en série. En fait, le problème, c'est pas la nationalité de la personne. C'est les crimes qui sont commis, qu'elles soient françaises ou pas françaises. Et là, j'aimerais bien que tous les médias évitent de faire cette espèce de surenchère où on donne la nationalité que quand c'est une personne étrangère, parce que ça aussi, ça donne l'impression qu'on a une vague de gens horribles qui arrivent et qui nous menacent, alors qu'en fait, des criminels, malheureusement, il y en a parmi les étrangers, il y en a parmi les Français aussi. Et voilà. Et il faut pas instrumentaliser ça contre l'immigration. Non, le problème, c'est la criminalité en général, quelle qu'elle soit. Et effectivement, celle des étrangers est plus visible, parce qu'ils viennent d'arriver, parce qu'ils sont dans les grandes villes, etc. On va s'arrêter là. Je voulais vous entendre là, mon réalisateur me fait signe, c'est déjà l'heure. J'aurais voulu vous entendre sur la montée du Rassemblement national. En un mot, ça vous inquiète ? Effectivement, ça m'inquiète, parce que ce que je crains, c'est pas tellement la victoire de Marine Le Pen, c'est la victoire de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, en Europe, c'est dramatique. Si vraiment un petit tiers ou même un bon tiers des eurodéputés français sont d'extrême droite, ça veut dire qu'on va collectivement vers des lendemains encore plus difficiles que ce qu'on peut déjà prévoir. Nélka Vuissant est avec nous, conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB, candidat aux européennes sur la liste Europe Territoire Écologie. Merci d'avoir été avec nous en direct. Belle journée.
Merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.